Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue et vous êtes nombreux sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc comme on peut le voir sur la slide suivante, le Moniteur formation, c'est 5000 stagiaires qui sont formés chaque année avec 250 programmes. Si vous pouvez juste passer Guillaume sur la slide suivante pendant que voilà, avec 250 programmes et 1000 sessions de formation qui sont programmées chaque année en présentiel ou à distance, les temps voulant que le distanciel soit pour le moment encore privilégié. Donc, sur la slide suivante, vous le verrez également, nous intervenons sur un certain nombre de thématiques, dont celle qui va nous intéresser ce matin, l'immobilier. Mais vous le voyez, nous avons une dizaine de thématiques en tout que nous couvrons à travers des formations. Et il y a notamment la formation immobilier de bureau post-Covid, qui est une nouveauté que Guillaume va animer à nos côtés, que vous retrouverez sur notre site web, aux côtés d'autres formations autour de l'immobilier, de l'espace de travail et du bien-être des salariés, que vous retrouverez également sur le site Le Moniteur Formation. Donc, nous sommes ce matin en compagnie de Hélène Ouyang, qui est la fondatrice de la société Divo, la société Divo qui est créateur d'environnements de travail agiles et stimulants, et de Guillaume Berthemet, qui est fondateur de la société Office Hack, qui est une société qui conseille les entreprises en immobilier commercial et en gestion de biens immobiliers. Donc, je vais leur laisser Bonjour à la parole. tous. N'hésitez pas à utiliser le petit bouton avec un point d'interrogation que vous avez sur le menu GoToWebinar pour poser vos questions tout au long de l'intervention et je les relayerai à la fin à nos intervenants afin qu'ils puissent y répondre. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse donc la parole à Guillaume et à Hélène. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. Merci Laurence, bonjour à tous. Donc effectivement, on a une grosse demi-heure aujourd'hui pour discuter autour de l'immobilier d'entreprise, spécifiquement le bureau dans un monde post-Covid. Et pour ce faire, on avait avec Hélène réfléchi à 5 grandes parties qui sont devant vous maintenant, avec tout d'abord les grandes tendances, les chiffres et les idées reçues du bureau post-Covid. Ensuite, quelques indications comment bien mener un projet immobilier de bureau demain, en termes de calendrier, en termes de grandes étapes à suivre. Ensuite, 2 études de cas qui, à nos sens, reflètent la réflexion que les entreprises peuvent se poser aujourd'hui, avec par exemple celle qui revient très souvent, c'est la question de moins de surface mais plus accessible, et l'étude de cas numéro 2 qui est voilà, aussi une des grandes tendances que l'on peut voir sur le marché, c'est-à-dire un siège social mais des bureaux satellitaires autour pour par exemple faciliter l'accès aux collaborateurs qui peuvent être éclatés en Ile-de-France, voire partout en France. Et enfin, on conclura sur ce webinaire et on vous donnera peut-être déjà quelques démarches qui pourront vous aider demain dans votre réflexion immobilière. Donc la partie 1, grande tendance, chiffres, idées reçues. Et pour commencer, effectivement, les idées reçues. L'idée reçue numéro 1 qu'on a beaucoup entendu, c'est que le bureau était mort. Évidemment, c'est pas le cas. Le siège social, les études le montrent, n'a jamais été aussi important. Il est vu comme la place du village pour les collaborateurs et on voit qu'il y a un peu plus de la moitié des Français post-Covid vont d'abord au bureau pour retrouver des interactions sociales qui ont pu être en décalage par rapport au confinement et au télétravail obligatoire. Et donc, demain, le bureau est un lieu de rencontre très important pour les collaborateurs. Et toujours aussi, dans ces études, on voit que le bureau est toujours vu comme le lieu principal du travail et non pas la maison, non pas le coworking. C'est avant tout le bureau, l'endroit où on va pour travailler. L'idée reçue numéro 2, c'est on a dit souvent que les loyers allaient diminuer. Il s'avère qu'entre 2019 et 2022, on a vu que les loyers moyens en fait, avaient démontré une certaine croissance. Ils ont tenu avec une croissance de l'ordre de 3%. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire la capacité par les bailleurs de donner des mesures facilitatrices à l'arrivée de nouveaux locataires, comme la franchise de loyer, donc des mois de loyer gratuits, ou de la participation aux travaux, c'est-à-dire que le bailleur, le propriétaire viendrait financer les travaux d'aménagement du futur preneur, ont aussi augmenté dans cette période. Et en fait, de fait, du coup, c'est que les loyers économiques, c'est-à-dire les loyers de signature retraités des mesures d'accompagnement, sont en fait plus faibles. Donc les loyers sont plus grands, mais les loyers acquittés
réellement par les locataires sont en fait plus faibles. Effectivement, il faut aussi noter que c'est une grande disparité géographique. Un Paris-Centre versus une deuxième couronne, on aura en plus des valeurs qui seront encore plus grandes en termes d'écart. Je laisse la parole à Hélène pour la slide suivante. Oui, effectivement, tout au long de ce webinaire, Guillaume vous parlera plus en détail des enjeux immobiliers et moi plutôt des enjeux d'aménagement pour que vous ayez un peu les deux jambes de ce que fait de votre projet immobilier futur si vous avez des intentions de prendre l'initiative là-dessus. Effectivement, sur le côté aménagement, on a quelques idées reçues aussi. La première, c'est puisque les gens vont venir moins souvent, et bien finalement, je vais me séparer d'autant de mètres carrés. Donc typiquement, s'ils viennent que 2 jours, ça veut dire que je peux me séparer de plus de la moitié de la surface puisque 60% du temps, ils ne sont pas là, par exemple sur 3 jours par semaine. Ou si ils sont en télétravail 2 jours, ils viennent 3 jours, ben, ça fait 40% de surface dont on pourrait se séparer puisqu'ils ne sont pas occupés. Ce calcul-là est un petit peu biaisé par plusieurs paramètres. Le premier, c'est que parmi les clients, on remarque qu'effectivement, il peut y avoir des pics de présence. En ce moment, on parle beaucoup des collaborateurs et des équipes qui reviennent principalement le mardi et le jeudi. Souvent aussi le lundi, une fois par mois, pour des plénières ou des choses comme ça. Donc, effectivement, si vous séparez de votre surface qui pourrait ne pas être occupée, vous pourrez plus difficilement en fait absorber ces pics de croissance. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et pareil, dans l'autre sens, si vous aviez de toute façon, avant la crise et avant le passage au flex office qui permet en fait une certaine diminution de surface, si votre population était beaucoup de commerciaux, beaucoup de consultants qui sont des itinérants, bien peut-être que justement, vous pourriez encore plus vous séparer de surface que si vous aviez beaucoup de sédentaires ou en tout cas des gens non nomades. Donc ça aussi, les spécificités métiers vont entrer dans le calcul des économies de surface et de loyer que vous pourriez opérer. Si vous accueillez beaucoup de prestataires aussi, c'est des gens qui ne rentrent pas toujours de la même manière dans les effectifs. Donc voilà, notre conseil serait de faire un travail un peu plus détaillé que le simple fait de mettre en parallèle le nombre de jours passés en télétravail et la surface utile du bureau. Et la dernière idée reçue concerne ce qu'on a beaucoup aussi entendu dernièrement. Finalement, est-ce qu'on vient au bureau pour travailler dans son coin de manière individuelle ou pour faire des réunions et ou pour le côté convivial de la machine à café, pour les échanges informels, etc. Bien sûr, la réponse est plutôt sur la seconde partie, donc les échanges humains. Par contre, dans les faits, il est vraiment très difficile pour quelqu'un de s'organiser de manière à n'avoir que des échanges informels ou en présentiel le lundi, que du travail de concentration individuel le mardi, etc. C'est un petit peu caricatural de voir ça et dans les faits, on constate que tout le monde fait un peu de tout dans la journée, même si on peut prioriser certaines réunions. Mais le fait d'avoir, par exemple, du travail hybride sur l'ensemble des salariés d'une entreprise fait que dans tous les cas, pour se coordonner les uns les autres pour faire une réunion à 4 en présentiel ou à 6, c'est assez difficile. Donc, voilà, le poste de travail reste quand même utile et on ne peut pas transformer, mettons, la moitié de ces espaces consacrés au bureau à de la salle de réunion, etc., sans que ça ne désorganise finalement le travail. Parmi les autres arguments en faveur de continuer à avoir des postes de travail, vous avez le cas des salariés qui préfèrent séparer de manière assez visible leur vie privée de leur vie professionnelle et qui sont prêts à faire un petit peu de distance et de trajet pour justement conserver le professionnel au bureau et le personnel à la maison. Ceux-là ne viennent pas, entre guillemets, que pour faire de la réunion informelle et du convivial. De la même manière, vous avez des salariés qui aujourd'hui ne sont pas forcément dotés de bonnes conditions de travailler à la maison. Donc, on parle d'ergonomie, on parle d'espace, peut-être aussi de luminosité, des choses comme ça, ou de connexion Internet. Ces gens-là vont aussi venir pour travailler normalement puisque leur domicile n'est pas malheureusement équipé pour bien travailler. Tout ça fait que faut faire un petit peu attention et se méfier de trop d'espaces de réunion versus poste de travail. Effectivement, et pour se donner un point, tout le monde n'est pas correctement équipé pour travailler dans de bonnes conditions à domicile. On pense particulièrement aux populations les plus jeunes à Paris, dans des studios de 15 mètres carrés, qui sont obligés de se mettre sur le lit. Si Ah. ça demain, c'est sûr que
on a entendu beaucoup de choses là-dessus. Et donc, demain, le poste de travail pour ces populations-là est réellement indispensable. Effectivement, quelques chiffres donc, en immobilier, comme l'a justement dit Hélène, ça va être plutôt focus immobilier et Hélène plutôt focus aménagement, la traduction dans les espaces de travail. Je ne vais pas revenir sur les 2 dernières lignes qui ont servi d'exemple pour l'idée reçue numéro 2. Je vais plutôt m'intéresser aux 3 premières. Et donc, on voit effectivement entre 2019 et 2020, par exemple, que la demande placée, donc les mètres carrés qui ont été pris à bail pendant l'année, il y a un écart de quasiment 1 million de mètres carrés entre les 2 années du fait des 3 confinements, des 3 vagues et double confinement, disons, de l'année, avec dans ce 1,4 million de mètres carrés de 2020, un dixième qui représentait déjà par le méga deal de Total sur The Link qui s'est fait tout début du confinement V1 pour quasiment 130 000 mètres carrés. Donc voilà, un vrai recul du mouvement des utilisateurs. Ce qu'on a pu noter plus précisément, c'est des renouvellements ou surtout une position attentiste sur le marché, puisque l'incertitude Covid qui pèse sur l'incertitude économique pèse sur l'incertitude de l'entreprise, donc on ne fait rien. Et donc, de manière un peu inversement proportionnelle, on voit que l'offre immédiate, donc les mètres carrés qui sont disponibles sur le marché, ont eu tendance à croître de 2,7 à 3,6 jusqu'à 4 millions en 2021. Donc, un volume qui a fait que de croître, même si l'échantillon a été arrêté, il y a quand même, voilà, déjà, ils n'ont pas tous été arrêtés puisque le gouvernement a assez vite remis en marche le milieu du BTP. Et par ailleurs, beaucoup d'utilisateurs ont aussi libéré des surfaces pour effectivement diminuer le coût de leur empreinte immobilière dans leur compte. Et donc tout ça, l'un sur l'autre, fait que le taux de vacances, évidemment, lui aussi a augmenté pour atteindre jusqu'à 7,3% en moyenne en Île-de-France, quand un marché équilibré se situe plutôt entre 5 et 6%. Donc on a un marché évidemment qui est plutôt en suroffre aujourd'hui, avec énormément de mètres carrés aussi plutôt sur des locaux en état d'usage et en état rénové qui sont pas la cible prioritaire des utilisateurs d'aujourd'hui. Hélène, du coup, je te laisse commenter cette slide. Et voilà, pour vous parler un petit peu des tendances du monde de l'aménagement, on a sélectionné 6 tendances qui nous semblent à la fois grandissantes et qui vont se perdurer surtout, et qui, on pense, ne vont pas disparaître suite à un retour à la normale sur la situation sanitaire. Le premier, ce sont les outils workplace. Donc, on inclut là-dedans, et on rejoint ce qu'on disait sur le Flex Office et le desk sharing, le fait d'avoir des applications qui facilitent le fait de trouver un bureau quand on décide de venir. Donc ça, c'est pour se prémunir du cas où on aurait fait 1 heure de trajet et où sur site, il n'y aurait aucune place pour nous accueillir. Donc ces outils-là permettent justement de réguler et du coup de faciliter le travail du responsable de l'environnement de travail vis-à-vis voilà, des gens qui veulent venir ou qui ne veulent absolument pas venir. Donc ça permet d'autoréguler ce taux d'occupation. Mais ce qu'on constate sur ces outils-là aujourd'hui, c'est qu'ils vont plus loin. Ils permettent justement un monitoring qui va vous permettre, si vous êtes responsable de l'immobilier ou de l'environnement de travail, d'avoir des datas tous les mois, années, etc., pour à la fois voir les courbes d'occupation, par exemple, mais aussi, du coup, peut-être voir quels sont les endroits les plus appréciés par les gens parce qu'ils sont réservés en priorité. Quels sont les endroits où, au contraire, les gens n'arrivent pas ou ont des difficultés à s'approprier. Et ça peut être aussi des outils qui vont créer du lien aussi, puisque qui dit travail hybride dit que les gens ne sont pas tous connectés au même moment, au même endroit. Donc, ça permet, par exemple, de trouver un collègue qui, on ne le savait pas, mais qui pourrait habiter à côté de chez soi et avec qui on pourrait déjeuner, par exemple. Le deuxième point, c'est le poste de travail ergonomique. Donc là, c'est un gros argument pour faire revenir les gens au bureau, c'est que leur poste de travail va être extrêmement différent de celui qu'ils pourraient avoir chez soi. Là, vous voyez sur la photo un poste réglable en hauteur. Effectivement, sur le plan esthétique et pratique, peu de gens vont accepter ou ont les moyens de s'offrir un poste comme ça chez eux. Par contre, dans leur bureau, c'est quelque chose qui peut constituer un vrai plus. Alors, à la fois avec le siège de travail plus confortable, peut-être une surface de plan de travail plus importante aussi que chez eux et un double écran, voilà, tous ces
tous ces dispositifs-là vont contribuer à ce qu'on ait vraiment un environnement immédiat qui soit très différent de celui qu'on a à la maison. La troisième ménage, c'est une salle d'assemblée. Donc, qui dit travail hybride dit aussi que du coup, vous allez peut-être encourager une certaine forme de célébration où tout le monde est là, ou des plénières de manière un peu récurrente. Et souvent, c'est des choses quand il faut réunir tout le monde en même temps sur le même lieu, assez gourmand en surface. Et donc, la solution serait d'en faire un espace qui, pour le peu que vous allez l'utiliser en événementiel, pourra aussi servir, par exemple, de cafétéria ou de salle à manger, pourquoi pas de poste d'appoint pour les gens qui, justement, viennent assez peu souvent et du coup, ça permet d'absorber aussi des pics de présence dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est une typologie d'espace qui est assez encouragée aujourd'hui. En dessous, sur la seconde ligne, on voit la cabine individuelle. Ça, c'est tout simplement le grand frère ou la grande sœur de la cabine téléphonique que tout le monde connaît maintenant. Avant, effectivement, ça avait comme rôle de pouvoir passer, par exemple, un coup de fil privé en dehors de l'open space. Maintenant, votre collègue, votre manager, etc., est peut-être susceptible d'être lui aussi à distance et du coup, vous allez avoir besoin de passer 1 heure en visio avec lui et la petite cabine format douche 90 cm ne va peut-être pas être très confortable ou très adaptée à cet usage-là. D'où l'émergence de cabines qui sont un peu plus grandes, on est autour de 2 mètres carrés, pour pouvoir avoir une vraie station de travail, du recul par rapport à un écran, une sonorisation bien sûr qui est suffisamment efficace pour faire de la visio. Et du coup, ça peut venir en supplément ou à la place des cabines téléphoniques. Le bureau manifeste, ça c'est plutôt lié à une tendance design. On s'aperçoit que les marques ont de plus en plus besoin de s'exprimer de manière un peu singulière par rapport à leur concurrence. Donc, ça va aussi avec l'attractivité des talents, il y a la rétention hein, des talents. Là, vous avez une photo, par exemple, des bureaux d'Etsy, qui, pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme de mise en relation entre les acheteurs et les artisans à plus ou moins grande échelle. Donc, vous avez en fait une vitrophanie hein, qu'on a tous l'habitude de voir sous forme peut-être de calque ou de sticker un peu dépoli. Là, il s'agit vraiment d'une œuvre d'art qui est en tissé artisanal. Je pense qu'on a tous vécu des tendances industrielles, scandinaves, la tendance aujourd'hui des startups qui sont très dans, comme à la maison, du mobilier récupéré, etc. Tout ça n'est finalement pas extrêmement différenciant pour les marques. Et donc, une des raisons qui font qu'on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus à ce qui fait l'essence de la marque, c'est la mise en concurrence, bien sûr, mais aussi le fait que les gens viennent moins souvent. Et donc, on peut être besoin d'avoir voilà, un bureau un peu plus expressif hein, des valeurs que porte l'entreprise. Et la dernière vignette concerne les services. Donc ça, pareil, c'est une opportunité de faire revenir les collaborateurs. Alors, c'est vrai que le service qui a vraiment le plus de succès en entreprise, c'est la réparation de votre device. Hein. Donc, si vous avez un téléphone, que ce soit professionnel ou votre téléphone personnel cassé et que, mettons, une entreprise vient l'après-midi du jeudi toutes les 2 semaines pour vous réparer ça, c'est quelque chose qui est utile. Au même titre que, par exemple, les services de massage ou de kiné pour les personnes qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. Ou même, pour faire un peu plus dans l'originalité, on a même vu des clients qui mettaient en place, par exemple, un conseiller financier pour les collaborateurs qui veulent investir dans de l'immobilier, qui font face à un divorce, qui ne savent pas quoi faire, etc., etc. Donc ça, ce sont voilà, des exemples de services qu'on pourrait mettre en place et qui sont attractifs pour notamment des populations qui auraient un peu plus de mal à revenir sur site. Effectivement, et l'exemple en bas à gauche de la cabine individuelle de travail, on le voit beaucoup sur des chantiers d'aménagement qui ont pu, par exemple, être initiés juste avant les confinements, peut-être parfois arrêtés pendant cette période de crise sanitaire et repris à l'issue des confinements. Et on voit du coup les utilisateurs qui ont en fait totalement changé leur mode de travail et ceux qui viennent parfois sur site se retrouvent en fait en réunion Teams, Zoom, Google Meet toute la journée. Et du coup, l'absence de ces cabines individuelles est relativement cruelle, on le sent très fortement. Effectivement, ça c'est un point très très nouveau et très très marqué dans les futurs aménagements de post-Covid.
Je vous interromps 2 secondes. Hélène, juste si vous avez un casque micro, est-ce que vous pouvez le mettre parce que le son est très haché? Bah, écoutez, je vais déjà l'augmenter, je vais me rapprocher un petit peu. D'accord, ça marche, merci. Donc la partie 2, c'était comment bien mener un projet immobilier. Là, c'est évidemment de manière macro qu'on va vous le présenter. Il y a 5 grandes étapes. Il y a effectivement une part très importante de cadrage et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui lorsqu'on s'interroge à moyen terme en immobilier d'entreprise, en termes de coûts évidemment, en termes d'effectifs, en termes d'aménagement. Donc voilà, on analyse, on projette, on met en place des scénarios, on modélise. Effectivement, une recherche immobilière, pardon, avec en fonction de la zone géographique cible, si on la calcule face à un barycentre d'accessibilité pour les collaborateurs, en termes de prix aussi, etc. On organise des visites, on sélectionne une shortlist. Et la négociation immobilière, donc des rédactions d'offres, contre-offres, pilotage de négociation, accompagnement signature bail dans le cadre d'un projet locatif. Voilà, ça c'est les 3 grandes parties purement immobilières, dans lesquelles évidemment il y a du workplace à intégrer en analyse, partie 1, aussi dans l'analyse de la shortlist en partie 2, et voilà. Hélène, je te laisse prendre les 2 derniers peut-être. En effet, lors de la recherche immobilière, il arrive qu'on ait shortlisté plusieurs bâtiments, par exemple, qui n'ont pas une différence notable en termes de loyer ou de localisation. Ce qui va faire la différence, c'est une étude en plan pour savoir, au niveau de la capacité d'accueil, comment est-ce qu'on, s'il y a un des sites qui est plus confortable que l'autre, s'il y a un site qui est morphologiquement mieux adapté pour l'activité qu'on veut y mettre, etc. Et suite à la négociation immobilière, on commence du coup toute la conception. Donc, ce sont évidemment les plans d'aménagement. Souvent, on a plusieurs scénarios. C'est assez rare qu'on ait un plan unique et qu'on arrive à travailler de manière très linéaire, hein. Souvent, il y a un peu d'itération sur cette phase-là. Bien sûr, le look and feel, donc tout ce qui est voilà, lié à l'aménagement en termes de compréhension et de visuel en fait. On va parler d'ergonomie à ce moment-là aussi, de confort. Donc ça, c'est des choses un peu moins visibles, mais aussi d'identité de marque. Voilà, où est-ce qu'on positionne en fait le branding. Et puis dans cette phase-là, on va intégrer aussi des ateliers de co-construction et de conduite du changement, de manière à fédérer les équipes autour du projet et à remporter de l'adhésion et à faciliter aussi l'appropriation des espaces post-travaux. Ensuite, on va bien sûr réaliser la phase d'exécution. Donc, on parle des travaux, alors soit en site occupé, soit en site nouveau site, hein, dans le cas d'un déménagement. On a bien sûr plusieurs types de devis pour pouvoir trouver le meilleur rapport qualité-prix, les commandes. En ce moment, voilà, il y a un délai qui est allongé de par les pénuries, donc c'est une phase assez importante de pouvoir passer commande à temps pour si on a un planning contraint. Et bien sûr, tout ce qui vient après, qui est de l'ordre du suivi et des éventuels changements de plan liés à des changements d'orgas en cours de projet d'exécution. Et si on devait effectivement balayer ces grandes étapes en termes de planning, effectivement, c'est un planning qui s'avère théorique, hein, parce que déménager 500 mètres carrés, c'est pas pareil que déménager 50 000 mètres carrés. Néanmoins, on va dire qu'entre 100 et 500 collaborateurs, ou même entre 50 et 500 collaborateurs, compter 9 mois, ça paraît extrêmement cohérent, puisque de toute façon, déjà, si vous êtes déjà sur du locatif auparavant, vous aurez un délai de délivrance de congé à respecter qui est en général de 6 mois. C'est-à-dire que à 6 mois avant de sortir de vos locaux actuels, si vous devez sortir une échéance, il faut délivrer congé auprès de votre bailleur pour signifier votre départ. Et ce qu'on aime bien faire en général, c'est d'avoir trouvé un site d'atterrissage avant d'avoir délivré congé pour être relativement serein. Puisque dans le cas contraire, délivrer un congé sans savoir où on va met une certaine pression sur les équipes pour effectivement trouver ce site et laisse moins de poids à la négociation, en l'occurrence, face aux nouveaux bailleurs. Donc effectivement, si on part sur ce scénario théorique de 9 mois, il faut compter entre un mois et demi de cadrage après le démarrage de la mission, une recherche immobilière qui démarre relativement assez vite et qui peut prendre du temps. Il faut organiser des visites, des contre-visites, parfois intégrer le CSE, les équipes. On ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut. Paris Intramuros, ça reste un marché très tendu, par exemple. Et ensuite, une période de négociation immobilière qui est effectivement à cheval aussi avec la recherche, puisque dès lors qu'on visite des immeubles, on commence à discuter avec les agents immobiliers et les propriétaires qui sont derrière sur des conditions à travers des offres, des contre-offres.
la recherche s'arrête, on va dire, à la signature d'un term sheet, ce qui est un protocole d'accord, une sorte de pré-bail. Et du coup, ça nous amène à la fin du mois 3 et on se dit qu'entre un mois et demi et 2 mois plus tard, on arrive à passer de ce pré-bail, de ce term sheet, à un bail validé, finalisé. Avec des bailleurs institutionnels, un bail peut faire jusqu'à 100, 150 pages, annexes comprises. Donc voilà, il y a des choses à relire, il y a des choses à valider, il y a des avocats à mettre autour de la table. Donc tout ça prend du temps. Effectivement, pour la partie conception, on n'est pas obligé d'attendre de signer le bail forcément pour commencer. Quand le term sheet a été sécurisé, comme disait Guillaume, on est déjà sur plus d'une chance sur deux de pouvoir conclure. Donc à ce moment-là, on peut commencer à travailler déjà sur des plans, sur l'architecture intérieure. Évidemment, là, on vous a mis un planning théorique, mais voilà, la durée de la conception et aussi la durée des travaux va être conditionnée par exemple, le fait que vous soyez sur des aménagements standards ou pas. Si vous êtes sur un bâtiment haussmannien, pas haussmannien, quelles sont les conditions de livraison aussi du matériel. Ça peut être aussi, est-ce que typiquement quelque chose qui est fait sur mesure va être 2 fois plus long que quelque chose qui est standard, voire plus. Et ce qui va pouvoir aussi rallonger la conception, c'est votre niveau de conduite du changement. Si vous souhaitez que chaque collaborateur soit impliqué, ou si vous ne faites que, par exemple, un vote en ligne, évidemment, ça n'a pas le même temps. Donc, voilà, encore une fois, ce qu'on vous a mis là est tout à fait théorique. Mais voilà, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut en dire des clients qu'on a aujourd'hui, c'est assez rare qu'on ait voilà, des personnes qui, post-crise, fassent beaucoup d'investissements, en tout cas sur les aménagements, puisqu'on est assez prudent. Et finalement, on ne sait pas pendant combien de temps on va pouvoir tenir avec ce type d'aménagement sans devoir refaire des travaux parce que voilà, le flex office est quelque chose de finalement pas tout à fait chiffré avec lequel on n'a pas encore beaucoup de recul aujourd'hui. Et en termes de réalisation des travaux, on est plutôt sur quelque chose de court puisque tout le monde aujourd'hui a dans l'idée d'offrir, alors soit à la rentrée en septembre, soit en janvier prochain pour les plus grands comptes qu'on a, un outil de travail qui soit aux normes. Et donc, ça fait une sorte de rétro-planning. Voilà. Voilà pour cette partie. Ensuite, donc, du coup, 2 cas concrets qui sont un mélange de théorico-pratique basé sur notre retour d'expérience, mais il n'y a pas d'entreprise réelle derrière à citer. L'idée, c'est de se faire une idée généraliste de grandes problématiques immobilières que l'on peut voir de manière récurrente chez les entreprises. Donc, cet exemple 1, c'est moins de surface, mais plus accessible, avec une situation actuelle et des objectifs qui sont les suivants. Donc, imaginons une boîte de 2000 mètres carrés dans un secteur qui est relativement peu accessible, disons Péri-Défense, Courbevoie, peu importe, quelque chose qui n'a pas accès au ferré à proximité immédiate, et dans une situation juridique qui serait celle d'une fin de bail. Donc, en fait, on serait dans un immeuble qu'on occupe depuis 9, 10, 11 ans. On a une difficulté de recrutement car la zone est peu accessible. C'est ça l'un des sujets. Le deuxième, c'est un besoin de modernité. Effectivement, une fois encore, on est en fin de bail. Donc, c'est-à-dire que ça fait au moins 9 ans qu'on est dans cet immeuble. Modernité déjà de facto, mais aussi face aux nouveaux modes de travail. Et donc, les objectifs face à cette problématique seraient déjà, de définir justement ce nouvel environnement de travail avec les équipes, d'identifier, de négocier un site plus accessible et d'être épaulé dans la conception et les travaux d'aménagement de ce futur site. Donc là, c'est vraiment l'exemple concret d'un projet de déménagement dont l'impulsion immobilière et de l'entreprise serait la difficulté de recruter et le besoin de modernité. Et donc, qu'est-ce que la crise va pouvoir représenter comme opportunité finalement pour cette entreprise-là qui n'a pas de difficultés financières particulières, donc elle ne cherche pas à tout prix à faire du cost-killing. Par contre, elle souffre de la concurrence et du manque de talent parce qu'elle est peut-être justement en croissance et en développement et elle a besoin d'intégrer de nouveaux collaborateurs. L'enjeu d'attractivité va être vraiment le point de départ de son projet immobilier puisque c'est ça qui va déterminer aussi l'accessibilité. Donc, on parle évidemment de venir le matin, partir le soir avec moins de trajets, mais aussi de tout l'effet quartier, donc d'aller manger le midi dans un endroit sympa, prendre un verre le soir entre collègues, etc. D'avoir peut-être un quartier plus vivant et dans lequel on aura plus de plaisir à retourner. Et ce qui va te permettre du coup de conserver le même taux de loyer, mais de gagner en attractivité, c'est un passage à un taux de desk sharing qui va être calculé du coup avec les projections des effectifs
du moyen voire long terme, et qui va du coup à la fin produire un chiffre voilà, de mètres carrés dont ils pourraient se séparer en ayant sécurisé quand même la croissance. Un des phénomènes qu'on constate aussi, c'est que les entreprises qui n'arrivent pas à se projeter à plus de 3 ans sur leur croissance effective font aussi le choix de se dire aujourd'hui, je vais réduire pour me mettre plus près de Paris avec 2 jours de télétravail. Par contre, demain, si jamais j'ai encore plus de people à faire travailler ensemble, je passerai à 3 et c'est du coup le taux de télétravail qui va absorber, en fait, sécuriser la croissance sur un site identique isosurface. Effectivement, donc la proposition d'accompagnement que l'on peut mettre en place en face, c'est petit 1, mener un travail de programmation avec les équipes, donc comme l'a justement dit Hélène, une détermination des effectifs cibles à moyen terme, 4-6 ans. Pourquoi 4-6 ans? Parce que en général, pour des bosses sur des surfaces de plus de 1000 m², les bailleurs en face aiment bien sécuriser leur flux locatif et donc demandent des baux d'une durée ferme de 6 ans. Et donc sur cet effectif cible, qui est donc un travail de programmation que l'on mène ici, c'est-à-dire arriver à une surface cible, on intègre un taux de partage au poste défini avec les équipes, est-ce que c'est 0,7, 0,8, 0,9, comment, pour qui, pourquoi, et à la fin, quelle est leur traduction réelle, concrète en termes d'environnement, donc de bureaux, d'espace support, etc. Ensuite, dès lors qu'on a une surface cible et donc un cahier des charges immobilier, on va rechercher négocier un nouveau site. Donc ici, on peut, vu que c'est l'accessibilité qui est l'élément clé du site de demain, on va faire une recherche par barycentre, c'est-à-dire on va venir implanter tous les collaborateurs sur une map et venir calculer les zones géographiques les plus pertinentes en termes d'accessibilité transport, voiture, voire les deux. Et donc, dès lors que cette zone est déterminée, on lance une recherche immobilière, comme on a pu déjà en parler un petit peu, appel marché visite, et qui se traduit en fin de parcours par la signature d'un nouveau contrat de location, d'un nouveau bail. Je te laisse prendre la dernière partie, Hélène. Et effectivement, une fois qu'on sait où on va pouvoir réaliser à la fois des ateliers pour que voilà, les collaborateurs soient embarqués, surtout quand, par exemple, la population n'a pas l'habitude de télétravailler. Et du coup, on va, par exemple, trouver un taux où ils sont 2 jours par semaine chez eux. Peut-être qu'ils ont un peu de réticence à ça et auquel cas, on peut justement contrebalancer avec le côté participatif à ce nouveau projet d'aménagement. Les études de conception, donc en plus des plans évidemment du choix d'immobilier, on peut aujourd'hui aller assez loin dans la visualisation du futur projet, puisqu'on est capable de faire des visites virtuelles complètement sur des plateaux fictifs, etc., pour pouvoir mieux appréhender les espaces et le confort au poste. Et puis bien sûr la partie chantier et la livraison du mobilier avec la dernière phase qui est le déménagement physique. Et donc, s'il fallait faire un avant-après, donc comme on se l'a déjà dit, 2000 m², Courbevoie, si on estime à 1 million d'euros annuel de coût d'occupation, si demain on arrive à grappiller 25% de surface, qu'on mène une négociation sur un marché qui est extrêmement à l'avantage des utilisateurs, celui de la défense, on pourrait en plus, au-delà de venir cocher les cases de l'accessibilité et d'un nouvel environnement de travail, imaginer opérer une réduction du point mort immobilier de l'ordre de 25% aussi. Donc voilà, une opération qui pourra s'avérer tout à fait bénéfique sur plusieurs aspects. Et comme on l'a dit dans ce planning théorique, la réalisation du démarrage de la mission, cadrage, etc., jusqu'au transfert des collaborateurs sur le nouveau site à la Défense, il faudrait compter entre 9 et 12 mois, 6 à 12 mois, c'est largement envisageable. Et pour finir, on voulait aller un petit peu plus loin qu'un simple projet immobilier. On vous partage les quelques idées qui pourraient venir autour de ce projet-là pour cette entreprise X qui, du coup, déménage dans quelque chose de plus près. Typiquement, on parlait des cabines de visio. Cette entreprise, sa problématique étant l'attractivité, on peut aussi se dire que ces cabines, elle devra peut-être les soigner un peu plus, notamment pour les entretiens à distance. Aujourd'hui, on a tous un fond neutre ou un fond flouté. Demain, peut-être qu'elle voudra mettre du branding aussi à l'arrière. Peut-être qu'elle voudra justement que l'image soit un peu plus soignée, que le son soit extrêmement bon dans la cabine pour pouvoir donner une vraie expérience en fait aux candidats, aux futurs onboardés de cet entretien distanciel.
Elle voudra peut-être aussi, cette entreprise, maintenir un certain lien, surtout si sa population n'a pas vraiment l'habitude ou envie de télétravailler. Donc là, on parlait des applications tout à l'heure. Il y a un exemple qui aujourd'hui est Café, qui permet bien sûr de réserver son poste à distance et d'être sûr de pouvoir trouver un endroit où travailler quand on vient au bureau, mais qui est une vraie application de communauté locale qui permet à vos collègues de se rencontrer et voilà, de partager des centres d'intérêt, etc. Et pour finir, cette entreprise-là qui déménage dans plus petit, elle va se séparer d'une partie du mobilier puisque forcément, ça lui reste sur les bras. Elle a besoin de moins de surface, donc moins de postes de travail, mettons. Dans ces cas-là, on peut faire appel aujourd'hui à des organismes qui collectent et qui vont reconditionner et réemployer du mobilier de bureau, donc comme par exemple le Collecte Utile qui travaille en Île-de-France, qui va venir chercher votre mobilier dont vous n'avez plus l'utilité, qui va regarder si elle arrive à le reconditionner et s'il est en bon état pour pouvoir être revendu a posteriori et qui va le mettre sur le marché à un prix défiant de concurrence à des entreprises qui aujourd'hui n'auraient pas les moyens de s'offrir du neuf, par exemple. Donc là, c'est aussi une opportunité pour cette entreprise-là de rentrer dans un schéma de circulaire et voilà, peut-être d'abonder dans son sens RSE si elle a une politique dans ce sens. Ensuite, l'avant-dernière partie, donc il nous reste 10 minutes, Hélène, je le dis pour nous deux aussi. Un siège social et 2 bureaux satellites. Donc là, la situation actuelle et les objectifs pourraient être les suivants. Imaginons une boîte implantée, cœur Paris, cœur de ville, peu importe, 3000 m² sur un site unique. On est plutôt au milieu d'un bail. Et là l'idée, c'est de se poser des questions parce qu'on voit des talents, des collaborateurs qui vont s'installer en région post-Covid. On a une difficulté de retour au bureau des collaborateurs qui sont encore franciliens. On a une certaine incertitude économique face au Covid, toujours, des inquiétudes. Et donc, les objectifs dans le cadre de cette étude, pourraient être réfléchir à un nouvel écosystème immobilier. Donc, voilà, essayer de voir quels sont les nouveaux modes d'occupation des espaces en termes immobiliers cette fois, modéliser ces scénarios immobiliers et tracer une feuille de route de mise en œuvre à moyen court terme, 2-3 ans, pour justement venir mettre en place le scénario préférentiel suite à cette étude. Hélène, je te laisse commenter cette. Voilà, les enjeux principaux pour cette autre entreprise, ça va être de faire des économies de loyer puisque sa situation financière ne lui permet pas de rester sur le même taux de loyer. Pour ça, en fait, il va choisir un mix immobilier. Donc, ça peut être effectivement des centres de cowork puisqu'elle a du mal à se projeter, donc elle manque de visibilité pour s'engager sur un bail classique de 3-6 staff. Mais ça peut être aussi des schémas comme la sous-location, le bail précaire, ça peut être mettre une équipe dans un incubateur, etc. Et elle a quand même cette entreprise à cœur de maintenir la qualité de vie au travail et donc ça participe aussi à s'implanter dans des régions qui sont là où voilà peut-être dans certaines régions ou dans certaines banlieues parisiennes où justement elle pense que ces équipes et ces managers vont avoir plaisir à vivre et à aller travailler. Et donc, du coup, une fois encore, la réponse qu'on peut adresser à ce genre de questionnement, c'est tout d'abord une réflexion macro, effectivement, sur les modes d'occupation, les baux commerciaux classiques, les baux flexibles, donc bail précaire, bail de sous-location, enfin bail dérogatoire, bail de sous-location, le coworking, les incubateurs, etc. La visite de différents sites, donc une sorte de culture générale immobilière, donc d'aller visiter une fois encore du coworking, des incubateurs, exemple concret, et d'adapter tout ça à la situation actuelle, de voir qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui ne marcherait pas, et pour ainsi entamer l'étape numéro 2 qui est modéliser les impacts de ce nouveau mix immobilier avec une analyse évidemment multicritères, juridique, économique, accessibilité, technique, le dimensionnement du besoin par typologie de collaborateurs et des surfaces de demain et la projection financière. Et tout ça pour à la fin disposer d'une feuille de route opérationnelle, donc une synthèse sociale, économique, RH, un rétro-planning de mise en œuvre, les points d'alerte et les actions court terme. Tout ça à mettre en place, une fois encore, 2-3 ans. Ce genre de projet nécessite beaucoup de réflexion en amont avant la mise en œuvre opérationnelle. Et ce qui pourra donner en situation après et comparative, donc pareil, une fois encore à gauche, ce dont on a déjà parlé, 3000 m², site unique, imaginons Paris 9e, avec un coût d'occupation qui serait de 2 millions. Et bien demain, la situation pourrait être la suivante. On libère partiellement des surfaces sur l'immeuble phare, l'immeuble
immeubles flagship, comme on dit parfois. On diminue de moitié, donc on conserve uniquement 1500 m², et puis on prend 2 sites en coworking. Donc on aurait une implantation à Paris 9e. L'étude aurait amené comme conclusion que beaucoup de collaborateurs sont dans l'ouest parisien et qu'un coworking ici les Moulineaux ferait sens dans cette idée de réduire les temps de transport, que ce soit en voiture ou en transport en commun de ces collaborateurs implantés à l'ouest par justement la mise en place d'un coworking ici les Moulineaux, et de voir avec des études, etc., qu'un site de coworking à Bordeaux, dont le bassin d'emploi est élevé, dont certains talents commencent à dire que ce serait là-bas qu'ils aimeraient s'expatrier, serait pertinent. Et tout ça, ce faisant, on pourrait en plus envisager de diminuer la facture immobilière, puisque des sites à Issy-les-Moulineaux et Bordeaux, ça reviendrait forcément moins cher qu'un site unique à Paris 9e. Et donc, face à l'incertitude économique, ça diminuera les risques financiers. Et donc, une telle étude, on pourrait imaginer la piloter selon la disponibilité des équipes entre 2 et 3 mois. Je laisse la main, Hélène, Disons sur que cette entreprise-là va aller jusqu'au bout de la proximité entre les lieux de domicile et le lieu de travail. Elle pourra justement, comme elle a splitté en fait en plusieurs centres, peut-être offrir une flotte de mise à disposition de vélos à ses collaborateurs qui du coup auraient beaucoup moins de trajets puisqu'elle s'est implantée là où a priori ils voudraient, où ils habitent déjà. Cette entreprise a aussi un intérêt à ce qu'il n'y ait pas un siège qui soit visiblement plus, entre guillemets, luxueux que ces sites satellites. Donc, elle va peut-être mettre une charte en place qui va respecter en fait des critères à la fois esthétiques et aussi de confort ou de performance vis-à-vis de ces aménagements pour que tous les sites soient sur un niveau égal de qualité d'environnement de travail. Et bien sûr, qui dit multisite dit aussi qu'il lui faudra sans doute, soit en location, soit à l'intérieur d'un de ces sites, avoir un endroit où les gens puissent se retrouver de temps en temps pour maintenir la culture d'entreprise et ne pas en fait devenir 3 entreprises, même si elles sont sur 3 sites différents. Donc effectivement, les conclusions après cette présentation. Donc effectivement, le bureau a subi de profondes modifications, réflexion sur les nouveaux modes de travail, le flex office, mais pas que, qui ont été très fortement accélérés par la crise sanitaire. Ça, c'est vraiment un des grands points qu'on peut noter. Il y a aussi une remise en cause du sens du travail et de la relation managériale, donc de naissance aux collaborateurs sur leur venue au bureau, les objectifs qui doivent être insufflés par le management. Et aussi, ce que l'on note et qui a des implications très fortes dans le bureau, c'est la prise de conscience globale de son environnement au-delà de celui du travail. Donc, l'environnement avec un grand hall, les circuits courts, la mobilité douce. Et toutes ces modifications, ces réflexions font que le bureau de demain sera différent, avec des recherches de surfaces toujours plus modernes, des surfaces efficientes, des surfaces en empreinte environnementale faible, bas carbone. Le bureau comme place du village, mais aussi comme le véritable lieu dédié au travail. Et le bureau qui devient pluriel parce qu'il intègre des composantes nouvelles, un mix immobilier, un mix des environnements, un mix des services, puisque demain, l'utilisateur a un mix des besoins, en fait. Et c'est pour ça que le bureau doit se renouveler aussi. Et action à court terme, donc du coup, effectivement, lancer une analyse flash de la situation actuelle, ça c'est des choses qui marchent bien. Donc, un audit, tout simplement, juridique, financier, technique, voir où on en est en termes de conditions juridiques sur les options de sortie, combien ça coûterait de quitter les locaux, pourquoi, quand, le niveau de loyer aujourd'hui à quitter, les charges et taxes, combien on obtiendrait sur le marché, quelles sont les valeurs économiques auxquelles on pourrait prétendre dans le cadre d'un déménagement, analyse technique, vétusté des locaux, en réunion, support, etc. Et projeter votre besoin futur, ça c'est effectivement, c'est aussi important comme le point 1, c'est savoir où on est, le point 2, c'est savoir où on veut aller. Et donc, une fois encore, détermination de la croissance, interrogation sur une nouvelle manière de consommer l'espace, projection en mètres carrés à moyen terme via des scénarios programmatiques. Le petit droit, je te laisse peut-être, Hélène. Oui, donc il s'agit d'intégrer le collaborateur. C'est assez rare qu'on ait aujourd'hui des clients qui ne souhaitent pas du tout consulter
Par contre, effectivement, sur la manière, il faut bien réfléchir avec en ligne de mire le planning cible pour que les actions soient bien cadencées avec les autres étapes du projet. On peut aussi avoir un bon équilibre entre voilà, des demandes entre guillemets indirectes, donc anonymes, sondages, et des choses très participatives où justement les gens sont là pour exprimer de manière personnelle leurs craintes ou leurs aspirations. Et effectivement, tout ça, si vous êtes accompagné d'un professionnel, sera entre guillemets digéré et réinvesti dans votre projet sous forme de valeur et pas sous forme de contrainte forcément. Donc c'est ça qui est important, c'est que plus en fait vous avez apporté de la valeur pour les collaborateurs et plus vous avez communiqué de manière positive autour du projet, plus quelle que soit votre décision, souvent on oppose beaucoup la finance au bien-être par cette intégration de l'expérience collaborateur et par la co-construction, vous pouvez un petit peu gommer voilà, les disparités qui puissent, les craintes qu'il puisse y avoir entre voilà, votre budget et les souhaits des collaborateurs. Voilà, donc c'était la dernière slide sur ce webinaire. On vous remercie. Laurence, peut-être pour les questions. Bah oui, bah c'est nous qui vous remercions pour cette présentation fort intéressante et très complète. On avait une première question, un slide 9. Vous avez donné les chiffres de l'immobilier en Île-de-France. Est-ce que vous savez si ces chiffres se vérifient un petit peu dans la même répartition au niveau des régions? Alors en tout cas, en termes d'offres immédiates, de demandes placées, de taux de vacances, hein, si on reste sur ces trois-là, sur lesquels j'ai pu passer quelques commentaires, en fait, c'est relativement différent en région. Déjà, les marchés sont beaucoup moins installés, hein, donc en fait, en termes de valeur absolue, c'est beaucoup moins gros de base. Mais néanmoins, le mouvement c'est quand même traduit à peu près pareil partout en France, c'est-à-dire, on va dire, une diminution de 50% entre 2019 et 2020. Vraiment, c'est assez marqué comme schéma. En fait, ça c'est vrai. D'accord, ouais. Nous avions dans l'auditoire plusieurs ergonomes, mais il y en a un d'entre eux ou une d'entre elles qui nous ont posé cette question. Elle est évidemment sensible aux questions des aménagements de l'espace de travail compte tenu de sa profession. Et elle souligne que les questions organisationnelles et managériales sont aussi au cœur de la période post-Covid qui s'amorce. Et elle demande si vous intégrez en fait des ergonomes dans vos projets et si vous envisagez d'ouvrir ces questionnements à l'ergonomie de l'activité et pas seulement une ergonomie orientée immobilier. Alors, en tout cas pas pour l'instant. Sur l'ergonomie de l'activité, souvent, pour une raison assez simple, c'est que quand on monte au niveau de la commande, nous, on est plutôt sous les directeurs de l'environnement de travail et selon si eux sont directement avec la direction générale ou avec les RH ou avec le DAF, hein, ça peut arriver, les trois peuvent arriver, la mission n'est pas tout à fait orientée de la même manière. Et c'est vrai Mmh. que les ergonomes sont souvent plutôt liés à la position de travail parce que c'est le plus facile à comprendre pour tout le monde et que du coup, concrètement, le budget passe plus facilement aussi. C'est-à-dire que quand on intègre voilà, du savoir-faire, c'est pas tellement que c'est inutile, mais c'est difficile de faire, surtout aujourd'hui post-crise, hein, les gens n'ont pas à investir de manière massive en fait dans l'environnement de travail. Ce sont des métiers qui, je trouve, encore qui sont un peu en avance sur ce qu'on constate nous en tout cas de la part de nos clients et la maturité sur ce domaine-là, pour moi, n'est pas suffisante pour engendrer un coût supplémentaire. Mmh. Très bien. Écoutez, je vous remercie encore pour cette belle présentation et pour avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle, Hélène, que vous êtes fondatrice de la société Divo. Devo, pardon, je vais y arriver. Divo. Et que Guillaume Berthemet est fondateur de la société Office Hack et qu'il accompagne le département formation du moniteur via cette formation, l'immobilier de bureau post-Covid, pour renouveler l'expérience usager et collaborateur. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour en découvrir le contenu riche et fort intéressant. Merci encore. Bon appétit à Merci. tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire, le Moniteur. Merci.
Au revoir. Merci.